Bon, bienvenue à tous pour cette séance du séminaire épistémologie de la psychiatrie. Nous accueillons Vincent Israël Jost. Vincent est épistémologue ou philosophe des sciences. Il a écrit notamment un ouvrage qui s'intitule L'observation scientifique. Il a beaucoup travaillé sur la question de l'objectivité en sciences. Et aujourd'hui, tu travailles à l'Espace éthique Île-de-France où je travaille aussi, dans le cadre d'un programme de recherche sur la maladie d'Alzheimer. Mais ce soir, Vincent nous parlera de la psychanalyse et en particulier de son point de vue de patient et d'analysant. Évidemment aussi en tant qu'épistémologue de façon inévitable, mais d'abord, disons, de son point de vue de patient et d'analysant. Voilà, je n'en sais pas tellement plus sur ce qu'il va nous dire. Donc, Vincent, je te laisse la parole. Merci beaucoup d'être là. Ah, bah merci beaucoup, Paul Loup. Merci pour cette invitation, cette proposition, en tout cas, que tu m'as faite il y a déjà quelques temps. Et puis à la SM13 aussi, d'organiser ce séminaire d'épistémologie de la psychiatrie. Euh, c'est vrai que ça va être probablement une séance assez différente par rapport en tout cas par rapport à ce que moi je fais d'habitude dans des cadres académiques. J'espère que ça va être différent et moins académique. Euh, En fait, je pense que la première fois qu'on a évoqué cette possibilité que j'intervienne à ce séminaire, c'était il y a 2 ans. En tout cas, c'est le souvenir que j'ai. Et puis à l'époque, je voyais pas du tout de quelle manière je pourrais intervenir ici, parce que c'est pas du tout mon objet en tant que philosophe. Il y a des philosophes de sciences dont l'objet c'est la médecine, la psychiatrie, et voilà, moi c'est pas mon objet, donc je me voyais pas tellement soit essayer de rattraper un déficit énorme de littérature et de toute façon ne pas y parvenir, et malgré tout au prix d'un travail absolument titanesque. Donc ça m'a pris un peu de temps en fait pour mûrir ce projet d'intervention, pour trouver en fait ce juste équilibre, de quelle manière je pourrais intervenir en tant que épistémologue, certes, mais pas si bien placé que ça pour venir ici, mais aussi patient en analyse. Alors enfin, avant de parler positivement de quel va être ce positionnement, je vais dire ce que ça va pas être. Ça va pas être trois choses. Ça va pas être, j'espère que ça va pas être une présentation académique, mais enfin, en fait, il y a peu de chances pour que ça le soit, puisque c'est pas de cette manière que j'ai travaillé du tout. Donc, j'ai pas parcouru la littérature certainement immense d'épistémologie de la psychiatrie ou de la psychanalyse. Voilà, j'avais une intuition aussi que c'était pas moi, enfin que j'avais besoin de mettre quelque chose d'un peu plus personnel que ça dans une telle présentation. Deuxième chose que ça va pas être, c'est un récit de ma psychanalyse qui serait informé éventuellement des théories psychanalytiques. Euh, et ça aussi, c'est une intuition que j'ai eue très tôt, enfin peut-être même avant même de franchir le pas, d'entrer en analyse. J'avais envie ou besoin d'être un patient naïf. Alors déjà, moi je dis patient, je dis pas analysant, parce que déjà analysant pour moi, enfin, c'est déjà le vocabulaire des psys. Et moi j'aime bien ce terme, patient. Voilà, je vais voir mon psy, il y a une salle d'attente, un cabinet. Enfin, ça ressemble à une expérience de patient. Faut être patient aussi. Ça fait 10 ans que je suis en analyse, donc ce terme convient parfaitement. Et donc voilà, je suis resté très naïf enfin, ou ignorant sur les écrits de la psychanalyse. Donc c'est pas non plus de cette manière que je vais meubler pendant l'heure qui va suivre. Euh,
Troisième chose que ça va pas être, c'est rentrer dans mon histoire personnelle. J'ai envie de parler de ce qui se passe en analyse, mais je vais pas vous raconter ma vie. Enfin, je trouve que c'est pas ça l'enjeu, et c'est peut-être là que le côté épistémologique va peut-être davantage transparaître. Donc, si c'est pas ça, et je voyais que ça pouvait pas être ça, qu'est-ce que ça va être? Bah, c'est effectivement quand même en tant qu'épistémologue que je me présente ici. Je vais vous présenter un certain nombre d'éléments voilà, qui jouent un rôle en fait dans mon analyse, qui pour moi sont importants. J'ai bien conscience que ma position d'analysant ou de patient, elle n'est pas très originale dans le monde de la psychanalyse, puisque a priori les analyses sont passées sur le divan auparavant, donc c'est pas l'expérience du patient comme un oncologue peut avoir envie de s'informer sur ce que c'est que d'être de l'autre côté, sans forcément connaître cette expérience. Tous les psys sont passés par là. Donc, je vais rien raconter ni de révolutionnaire, ni probablement de très original, mais allons-y quand même. Alors, une fois que j'ai accepté cette proposition, je l'ai accepté donc parce que j'ai commencé à trouver le début d'un positionnement possible. Il y a beaucoup de choses qui m'ont excité, en fait. Un certain nombre de thématiques, de points, de questions, de termes que j'avais envie de discuter, d'aborder. Tout ce qui fait vraiment le propre de l'expérience du patient en analyse, parce que c'est vrai qu'on rentre dans une pratique très très régulière. En ce qui me concerne, c'est 2 séances par semaine, vacances exclues depuis plus de 10 ans. Donc c'est une vraie routine. Enfin, c'est quelque chose comme acheter son pain. C'est vraiment de l'ordre du quasi quotidien, et il s'instaure un rapport à plein de choses qui est auquel on ne prête pas attention au début, et puis au fur et à mesure, il y a ces thèmes comme ça qui commencent à prendre une importance vraiment grande. Et donc j'avais par exemple envie, enfin un des premiers mots, un des premiers termes qui m'est venu, c'est celui de silence, le rôle du silence en analyse. De quelle manière un certain nombre de séances, enfin à peu près toutes les séances sont ponctuées de silence de nature très différente. Et donc parler de ces différents silences, du rôle qu'ils jouent, d'où ils viennent, et de leur épaisseur, et de leur longueur, et de leur rôle, et de qu'est-ce qui se passe après, à quoi ils mènent. Alors je suis sûr que c'est un sujet aussi largement abordé, mais en tout cas, il est attirant pour moi en tout cas. Les silences, les non-dits de l'analyse. Donc quand on est traversé par des choses, des pensées, enfin il y a un contenu, et puis on se dit bah non, en fait ça je vais pas le lâcher, j'ai pas envie, enfin ça me paraît pas. Donc voilà, parler de comment ils sont vécus, de la mise en tension qu'ils créent. Les variations du flux de parole, comment ça se règle, comment tout à coup on rentre dans une logorée, enfin on devient, voilà, on a trop à dire, ça déborde. À d'autres moments, on galère un peu, on rame, voilà, on essaie de se raccrocher à des trucs, et puis parfois on retombe dans des silences. Donc voilà, la manière dont tout ça se régule, et puis qu'est-ce qui œuvre dans tout ça, voilà, c'était des questions qui vraiment m'intéressaient. Je vais pas toutes les aborder aujourd'hui, mais je reviendrai au moins sur le silence. Il n'y a pas que la dynamique en séance, pendant une séance, il y a aussi la dynamique de l'analyse au long cours, des grands mystères qui l'accompagnent. Il y en a un qui est encore un vrai mystère pour moi, c'est quoi la fin de l'analyse? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, comment ça se joue, comment ça se construit. Alors j'y pense, je me dis bon, c'est forcément va se trouver une jonction, un équilibre entre ce qui se passe en analyse et puis ce qui se passe dans ma vie.
une conjonction d'événements qui se débloquent peut-être dans ma vie, mais c'est pas que ça. J'ai pas envie de faire reposer la fin de mon analyse que sur un événement. Puis ça peut pas être non plus un truc purement en interne, juste ce qui s'est passé dans le cabinet. Enfin voilà, il y a des éléments d'interrogation, je pense, qui traversent tous les patients depuis assez tôt dans leur analyse, parce que très tôt, enfin moi c'était mon cas, très tôt on se pose la question, au premier plateau ou au premier mieux, on se dit bon bah voilà, ça sent la fin, tout va bien. Donc et puis quand 7 ans plus tard on y est encore, on se dit qu'il y a quand même une vraie question là. Donc le mystère de la fin, mais il y a aussi des mystères au milieu, le long milieu du coup. Comment ça se fait que pendant des mois, on va être sur comme je disais tout à l'heure, une espèce de plateau, ça vivote, voilà, on a toujours des trucs à raconter, on a toujours eu un appel téléphonique chiant avec ses parents, enfin voilà, on arrive toujours à dire quelque chose, et quelque chose qui fait un peu avancer, mais sans que ça casse des briques. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, boum, ça va de nouveau repartir. C'est quoi ces événements, voilà. Donc voilà un certain nombre de questions qui me sont venues à l'esprit très très vite. Je me disais qu'elles pourraient peut-être bénéficier de ma sensibilité épistémologique, dans un sens très vague, au moins dans une capacité à les formuler. Et puis comme j'avais envie de parler de plusieurs choses, et puis que je voulais quand même pas que ce soit une pure digression, même si l'idée me déplaît pas complètement, et puis c'est peut-être une déformation professionnelle aussi, j'ai quand même essayé d'ordonner un petit peu tout ça à travers deux questions principales que je vais traiter successivement. La première, c'est comment m'expliquer que j'accède à des choses nouvelles? Comment m'expliquer l'émergence de la nouveauté en analyse? Donc justement, cette question de bon, on est sur un plateau, et puis tout à coup, on n'est plus sur un plateau. Il s'est vraiment passé quelque chose. Il y a eu un événement, il y a eu du neuf, il y a eu... alors bon, c'est peut-être pas le terme idéal, une nouveauté, mais bon, j'essaierai de le décortiquer un peu mieux tout à l'heure. Et puis la deuxième question, elle va porter sur le bénéfice. Comment m'expliquer et comment caractériser le bénéfice qu'il me semble obtenir de mon analyse? Voilà, toujours bien sûr du pur point de vue du patient que je suis, avec, enfin c'est dans une histoire singulière. Donc premier point, c'est l'émergence, la nouveauté. Comment ça naît? D'où ça vient? Et je commence par ça parce que ça me semble assez primordial. La nouveauté, c'est quand je sens qu'il se passe quelque chose, hein, que ça ronronne pas tout à coup, qu'il y a que je découvre. Enfin, c'est difficile à qualifier. Il y a une révélation, il y a une explication, il y a peut-être un dénouement par moment. En tout cas, sans nouveauté, ça stagne. Donc, comment est-ce que ça se joue, cette impression qu'on bouge, cette impression que voilà, qu'il y a des choses qui changent, qu'il y a quelque chose qui s'active? Je me suis demandé aussi comment le qualifier. Est-ce que c'est des connaissances? Est-ce que tout à coup, voilà, je sais quelque chose que je savais pas avant? Est-ce que c'est une compréhension, une nouvelle compréhension? Est-ce que c'est des significations? Du sens qui se fait? Est-ce que c'est des approfondissements? Est-ce que c'est un changement de focus? Voilà, jusqu'ici, une situation donnée, je la voyais surtout en étant dirigé vers un objet et puis un décalage. Donc, je n'ai pas la réponse. Enfin, c'est probablement soit une combinaison, soit selon les cas, l'une ou l'autre de ces choses possibles. En tout cas, sur cette question de la nouveauté, je dois dire deux choses au préalable. La première, et ça je le pressentais vraiment dès le début de mon analyse, c'est que j'ai jamais rien retrouvé d'événements enfouis et qui seraient remontés à la surface en cours d'analyse. Donc des souvenirs voilà, qui étaient complètement perdus et puis boum, ça revient. Je suppose que ça existe. J'allais dire je sais que ça existe, mais je suppose que ça arrive. Moi, ça m'est pas arrivé. Je savais, je pressentais très fortement que ça m'arriverait pas.
Euh, Deuxième chose, mais ça vous pouvez déjà vous en douter puisque je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas non plus en confrontant mes souvenirs ou plus généralement ma parole aux grilles d'analyse théorique de la psychanalyse, puisque je les connais à peu près pas. Donc en général, systématiquement, en fait, la nouveauté n'émerge pas chez moi parce que je serais capable de qualifier tel ou tel événement en mettant des complexes ou des troubles ou des sublimations ou que sais-je. C'est pas comme ça que ça se joue. Alors, si je dis que c'est la mise en relation d'idées qui me semble agir de manière déterminante dans l'analyse, c'est pas un grand scoop, parce que ça, même moi, je le sais, l'analyse repose quand même sur la libre association. Mais justement, j'aimerais parler du type d'association que j'ai pu identifier de manière récurrente, ou bien des conditions favorisant des associations fécondes. Alors je vais pas établir une typologie associative. Je fais pas le travail jusqu'au bout. Je vais donner des exemples d'associations qui ont bien marché pour moi de manière assez fréquente ou répétée, enfin dans une espèce de régularité, disons. Donc ça va pas être exhaustif. Il y a pas mal de trous. Je vais pas parler des rêves, par exemple, bizarrement, parce que je rêve sans doute autant qu'un autre, mais je me souviens très peu de mes rêves. Donc c'est génial quand je me souviens de mes rêves. C'est un vrai événement, mais c'est trop ponctuel par rapport aux autres modalités que je vais présenter. Alors, je vais vous en présenter 4 dans cette première partie, des types soit d'associations, en tout cas d'éléments déclencheurs de nouveautés. Il n'y a pas de hiérarchie. En tout cas, c'est pas ordonné. Le numéro 1 est pas plus important que le numéro 4. Alors, la première, c'est que je me suis souvent retrouvé à voir des associations entre des choses des choses de ma vie, des événements, et puis des images géométriques, topologiques et physiques. Alors la description de lieux, important pour moi, l'appartement dans lequel j'ai grandi à Strasbourg par exemple, le rapport à l'espace que j'ai pu décrire comme fortement clos, compact, fermé, refermé sur lui-même. Donc vous voyez, tout ça c'est des termes topologiques, entre autres topologiques. Donc c'est pas que des images du coup, c'est des images mais qui viennent aussi avec un certain vocabulaire qui permet de qualifier les choses. Quand je parle des sentiments éprouvés autour de l'espace, ça résonne plutôt avec des choses tirées de la physique, de la dynamique, de la mécanique, des contraintes qui pèsent, des empêchements qui sont que je vois, que je visualise comme des, vous savez, ces flèches de physiciens là qui marquent les forces, des champs de force. Vous avez une membrane par exemple, et puis avec je sais pas, la pression de l'air qui agit dessus et qui la maintient comme ça. À l'inverse, des envies ou une nécessité de faire exploser ces choses contraignantes, donc une force tournée vers l'extérieur, donc les mêmes flèches, mais qui vont affronter les autres, avec, bien sûr, on arrive au bilan des forces, ça je m'en souviens encore du lycée, en espérant que celles qui vont vers l'extérieur vont gagner par rapport à celles qui maintiennent comme ça. Voilà, donc en tout cas, je me dis que ces notions géométriques et physiques, elles sont sûrement présentes à certains degrés chez pas mal de gens qui sont en analyse et puis qui cherchent des choses à quoi se raccrocher, comment décrire des lieux, des espaces, des sentiments, des événements. Et plus généralement, je me dis aussi que quiconque a des idées, des habitudes, des gestes, des obsessions propres à une pratique, propre à un art, à une discipline, peut sans doute aussi s'appuyer sur ces idées pour, alors je sais pas très bien comment dire, pour qualifier, pour attraper, pour décrire, pour modéliser, pour métaphoriser du vécu. En fait, le but c'est d'arriver à exprimer au maximum, le plus précisément possible, ce qui nous traverse. Donc on fait feu de tout bois et puis chacun peut puiser dans sa petite mallette. Et voilà, moi je me rends compte que bien que je sois maintenant philosophe, mes études de maths, j'ai fait longtemps des maths,
j'ai plus baigné là-dedans. Enfin, c'est peut-être pour ça que je vais plus naturellement chercher là-dedans que dans des, je sais pas, des concepts philosophiques, par exemple, même si ça a pu m'arriver, c'est moins fréquent. Et donc ici, la nouveauté naît de la confrontation de certains épisodes de ma vie ou de sentiments que je me souviens avoir éprouvés à certaines images et à un certain vocabulaire qui viennent l'enrichir et puis étoffer ma palette descriptive. Alors, deuxième modalité, c'est quand je traverse un événement important, notable, marquant au présent, et qui me fait relire certains épisodes du passé. Alors c'est une évidence qu'il y a des choses nouvelles et importantes quand il y a des événements importants, durs parfois, ou joyeux, tristes, peu importe. Mais justement là, c'est pas la nouveauté de ces événements dont je veux parler, mais plutôt la nouvelle lumière qui permettent de jeter sur le passé, sur une période qui est d'une manière ou d'une autre associée à ces événements. Donc c'est une replongée assez intense dans une période donnée qui peut être donc provoquée que par quelque chose de suffisamment important, un événement de type décès, naissance, rupture amoureuse ou amicale, changement tels que déménagement, travaux, des gros travaux aussi, ça mène à des choses possiblement fécondes. Donc ça fait que je me replonge dans des temps passés, à une période précise en général, et que cette association m'en fait saisir des aspects qui étaient restés jusqu'ici silencieux ou vagues. Je vais donner deux exemples de ce type de situation. Alors, j'ai ma mère qui est décédée assez récemment, en début d'année, et lors des séances qui ont entouré son décès, mais surtout précédé, ça m'a beaucoup replongé dans une période quand j'avais entre 18 et 20 ans que j'ai passé chez elle, donc tout jeune adulte. Alors pas parce que c'était une période de particulièrement grande harmonie entre elle et moi, mais simplement parce que finalement c'est le seul moment où j'ai vécu uniquement avec elle. Avant ça, j'habitais chez mon père, mes parents sont divorcés. Et donc, je me suis remémoré ma manière de vivre à l'époque, donc dans ces 2 années, là, 18-20 ans, vraiment passées chez ma mère, les sentiments qui m'animaient, ce qui m'effrayait, ce qui m'apaisait, donc plusieurs séances d'affilée qui systématiquement me renvoient à cette période. Alors, rien de tout ça est nouveau, comme je disais tout à l'heure, c'est pas sur le mode archéologique où à force de taper comme ça, il y a des choses qui naîtraient, enfin des choses enfouies, disparues. C'est pas sur ce mode-là, mais c'est en fait à force de retourner dans ma chambre, de la revisualiser, d'en parler, de la décrire. C'est une replongée de plus en plus intense, insistante. Je me rends compte que je réécoute aussi des musiques que j'écoutais à l'époque, que j'écoutais plus du tout par la suite. Donc ça contribue aussi à l'immersion de cette période. Et donc finalement, voilà, je rentre dans des descriptions de plus en plus précises. En fait, cette chambre, voilà, il y a la baie vitrée, il y a une lumière particulière, et puis mon bureau est posé devant, donc je vois le jardin, je décris tout ça, enfin peu importe. Ce que je veux dire, c'est que même si tout ça était accessible, c'était un peu comme emprunter un chemin tous les jours, puis on n'y prête pas attention. Et puis là, dans cette période-là, parce que j'en parle, parce que j'y retourne et j'y je continue à, enfin, j'y retourne pas pour répéter ce que j'ai déjà dit, donc je décris d'autres choses où je rentre encore plus dans les détails.
Donc c'est comme si ces images devenaient de plus en plus précises, comme si on passait en haute définition, en 4K. Voilà, c'est vraiment ça, c'est un focus qui se fait vraiment très précis. Et c'est rien de plus que ça en fait. Mais déjà ça, c'est de la nouveauté parce que même si c'était accessible, c'était pas complètement disponible. Et là, ça le devient. Ça peut désormais être aussi mis en relation avec d'autres choses. Deuxième exemple, c'est la naissance de mon fils l'an dernier, qui a pas provoqué des émotions particulièrement fortes de mon côté, ni en bien ni en mal. Hein. Enfin, j'étais content et tout s'est bien passé, mais je veux pas parler encore une fois, d'un débordement qui se serait passé à ce moment-là. Mais ce qui a été, enfin, ça a fait l'objet aussi de quelques séances consacrées à quelque chose que cette naissance a occasionné. C'est qu'en étant confronté à ça, en fait, alors je connaissais pas du tout vraiment les bébés, la petite enfance. C'est un monde qui était très loin de moi. Donc là, tout à coup, c'est une entrée en fanfare. Donc je me suis mis à lire beaucoup, à regarder des vidéos pour me démerder avec les problèmes qu'on rencontre forcément avec un nouveau-né. Et puis une des choses qui m'a frappé dans tout ça, c'est que on parle toujours des bébés comme eux, enfin, comme si c'était une autre espèce. Et c'est vrai, il y a un peu de ça. On peut pas s'en empêcher en fait. Hein. Il y a eux et nous, vraiment. Il y a un mur entre. Enfin, dans tout le langage, je trouve que c'est très difficile de faire sans ce truc-là. Donc je sentais très fort cette séparation, et puis ça a commencé à tourner dans ma tête ce truc de mais en fait on sait rien de nous bébés. Enfin c'est pour ça qu'il y a cette séparation, c'est que cette phase quand même assez longue où on est des petits animaux, enfin sur laquelle moi j'avais jamais eu l'occasion de m'interroger, mais désormais j'avais ça sous les yeux matin, midi et soir et nuit. Cette animalité-là, le fait que toute cette période-là, il va pas s'en souvenir, et moi je me souviens pas, enfin tout ce qui s'est passé dans cette période, je pense que j'en aurais jamais parlé, ça me serait jamais venu en séance si j'étais pas passé par cette paternité. Alors ça a été quelques séances consacrées à ça, c'est pas immense, mais ça a été quand même un vrai nouveau questionnement occasionné par cet événement. Alors troisième modalité, c'est un sentiment éprouvé ces derniers temps, ou même à l'occasion d'un seul épisode, un sentiment assez léger, vraiment pas très fort. Hein. Alors ça peut être positif ou négatif, en général c'est plutôt un sentiment négatif. Et qui a un caractère un peu surprenant. C'est un sentiment donc en général plutôt de peur, d'angoisse, de mal-être, enfin un truc négatif. Mais il pose question parce que il survient a priori là où devrait pas y en avoir, parce que c'est une situation plutôt familière, sans danger, voilà. Alors, je disais, ça peut aussi arriver sur des sentiments franchement positifs, de me dire, bah, tiens, c'est bizarre, pourquoi je suis aussi joyeux d'avoir fait ci ou ça, mais me sentir exalté alors qu'il n'y a pas tant de raisons que ça. Là aussi, je vais donner deux exemples du premier cas, donc plutôt du sentiment négatif. Alors, premier exemple, je constate depuis assez longtemps quand même que j'ai plus tellement peur de parler en public, bien que c'était pas facile pour moi au début du tout. Donc j'ai dû surmonter beaucoup de choses, mais ça remonte à maintenant suffisamment longtemps. Donc donner cours, faire des exposés comme celui que je suis en train de donner, des interventions, même en langue anglaise, qui est malheureusement la seule que je parle, ça va. Ça me pose plus de problème.
Et puis je constate un jour que j'assiste à un séminaire de philosophie des sciences, et je pense que ce qui est très important dans l'histoire, c'est qu'il se tenait juste avant une séance de psy. Donc j'assiste à un séminaire, c'est pas moi l'intervenant, et je souhaite intervenir pour commenter ou pour poser une question à la personne qui présentait ce jour-là. J'y parviens, mais l'action de demander la parole, puis la prise de parole une fois qu'elle m'a été donnée, est beaucoup plus difficile pour moi. J'y arrive, mais je galère un peu, c'est pas agréable. Et ça m'aurait un peu, enfin, je pense que j'aurais perdu la trace de ce truc, de ce sentiment, si j'avais pas eu juste dans la foulée la séance. Et donc ça m'étonne parce que ça contraste avec l'idée que je me suis faite de difficultés surmontées et d'une prise de parole désormais non problématique, puisque c'est vrai que dans la plupart des cas, bon, quand l'estrade m'est offerte, pas de problème. Donc voilà une nouveauté aussi, un nouveau matériau à creuser sur la base de voilà, la relecture d'un événement par le prisme de ce sentiment éprouvé, voilà, qu'il a fallu préserver, mettre un peu sous cloche et puis réussir à aller jusqu'au cabinet en l'éprouvant encore. Un autre exemple, pendant le confinement, donc il y a 2 ans, alors le confinement, je dois dire que je l'ai très très bien vécu, hein. C'était un moment assez agréable pour moi. Il y avait plein de choses qui étaient bien en place dans ma vie. J'étais pas seul, le lieu de vie était agréable. Enfin, j'ai pas souffert de la manière dont plein de gens ont souffert. C'était aussi le début de mon contrat à l'espace éthique. Et ça me plaisait beaucoup parce que même si je rencontrais pas les gens, on avait des réunions téléphoniques assez régulières, 2 fois par semaine. Ce qui est pas rien, enfin on était une équipe assez soudée, 1 heure par semaine, Sébastien aussi, 1 heure par semaine au téléphone. Donc c'est des gens que je rencontrais pas de visu, mais en fait je vous ai rencontrés par vos voix. Enfin nous on se connaissait déjà un petit peu. C'est Sébastien, je connaissais sa voix et puis après son image et puis après quand on s'est rencontrés, je savais pas qui t'étais, mais hein. Et donc, on est dans cette période ouais, assez agréable. Moi, je retrouve une activité vraiment assez prenante et puis qui rythme aussi justement là où tout le monde est en train de perdre ses repères et ses habitudes. Moi, je rentre dans une existence justement plutôt plus structurée avec ses réunions, des tâches qui me sont confiées et tout. Donc, c'est bien, ça me plaisait. Et puis un jour, au lieu d'avoir une réunion téléphonique une réunion par téléphone, on a une réunion par vidéo. Voilà. Donc, il y a image en plus, et je me retrouve assez mal à l'aise. J'ai pas envie de mettre l'image. J'opte finalement, alors pour pas mettre l'image, et puis de toute façon, si je dois mettre l'image, pour que ce soit l'angle le plus fermé possible. En me mettant juste devant un mur, vraiment collé à un mur, on ne voit rien de l'espace. Bon, j'ai ma copine qui est là aussi. Enfin, je comprends que ça me gêne un peu d'avoir cette espèce de cohabitation de trucs différents qui se passent, mais c'est pas très clair. Donc c'est aussi un sentiment assez diffus, juste de malaise par rapport à l'idée d'activer ma vidéo. Pareil, j'en parle plus tard en analyse. Je sais pas si j'avais une séance le même jour, mais en tout cas, le sentiment a aussi pu être mis sous cloche jusqu'au moment opportun. Alors, c'était des séances téléphoniques à l'époque, pour les mêmes raisons. Et donc, en parlant de ça, ce simple sentiment d'inconfort, ça a mené vraiment à un développement très important pour moi. Je comprends que cette collision entre 2 espaces, et c'est pas tant le fait que ce soit l'espace professionnel et l'espace privé, c'est juste la collision de 2 espaces en général. Enfin, c'est à ça que j'ai abouti après un certain nombre de développements. Ça m'a fait parler des collisions d'espace de mon enfance, du poste téléphonique duquel je parle avec ma mère
mais on n'a que des téléphones fixes à l'époque. Donc le téléphone fixe est dans le bureau de mon père, qui est pas forcément dans son bureau, mais c'est quand même le bureau de mon père, et puis ça justifie des allées et venues intempestives. Donc voilà, je lui parle, mais pas complètement à l'aise. Ma chambre d'enfant dans laquelle mon père a son armoire à vêtements, mon armoire à vêtements qui est dans la chambre dans laquelle il dort, mais qui n'est pas tout à fait sa chambre parce que au fond son espace il est plutôt ailleurs. Et donc du trouble que j'éprouve à l'époque et puis encore aujourd'hui à l'évocation d'un espace emmêlé ou même totalement emberlificoté. Donc ici aussi, c'est pas une découverte ou une redécouverte. Enfin, tout ça, je le savais, la disposition de l'appartement. Enfin, j'ai énormément parlé de tout ça, mais cette manière de l'aborder par le prisme de ce qui s'est passé dans le confinement, de voilà ces collisions d'espace. C'est une nouvelle manière d'en parler, une nouvelle conceptualisation et en tout cas, moi, j'estime que c'est parmi les modalités d'émergence de nouveautés parmi les plus importantes pour moi. Ces sentiments légers, relativement légers, ces inconforts, on va dire, préservés et ensuite voilà, qui passent à la moulinette. Dernière modalité, je sais pas du tout, j'en suis dans le temps. Oui, pas de problème. Enfin, un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. Alors, dernière modalité d'émergence de ces nouveautés, alors je vais pouvoir parler enfin de mes silences. Alors, ce silence, il traduit des situations très diverses. Ça peut être des silences de fatigue, vraiment, de surfatigue, quand c'est vide, il y a rien, c'est brumeux, c'est cotonneux. C'est aussi des choses qui viennent, mais comme je disais tout à l'heure, que je veux pas exprimer parce qu'elles me semblent hors de propos, en fait, j'ai pas envie. Si tout à coup je me dis, en ce moment on est en travaux, donc si je me dis tiens, faut acheter des chevilles chez Leroy Merlin et que je suis sur le divan, je vais pas forcément dire non mais faut laisser venir. Enfin, ça plairait beaucoup à mon psy, je pense, si je commençais à parler des chevilles chez Leroy. Enfin, mais vous connaissez les psys, hein. Mais moi, je vais pas lui faire ce cadeau. Et puis, il y a un registre aussi que j'évite systématiquement, celui de la confession, quand je sens que il s'agirait de dire un truc juste parce que peut-être c'est dans le registre du pas bien ou enfin moi ça me suffit pas, donc j'ai besoin de sentir qu'il y a autre chose que ça. Donc ça peut provoquer des silences aussi quand c'est ça qui me passe par la tête. Alors le silence, ça peut être aussi justement la fin d'une bobine déroulée sur plusieurs séances. Hein, quand j'ai un beau sujet, un truc voilà qui part de rien, qui se déplie et puis qui se déroule et puis qu'on arrive au bout, bah c'est comme un jeu qu'on rigole beaucoup et puis à la fin faut bien s'arrêter et puis comme on enchaîne, bah c'est pas toujours évident, donc ça peut provoquer aussi une espèce de dépression post je sais pas quoi. Et puis c'est aussi les silences de début de séance. Voilà, quand je m'installe. Alors c'est peut-être un trait propre au début de l'analyse, l'envie de préparer sa séance, de savoir ce qu'on va dire. Moi, ça fait pas mal de temps que je fais plus ça du tout, enfin que j'arrive et que c'est complètement table rase. Mais ça fait que en m'installant, voilà, je porte le masque chez lui, donc il y a des petits ajustements, les lunettes, un peu comme Raphaël Nadal. Mais que ça peut aboutir, une fois installé, à du vide, en fait. Hein, et en fait, une fois que le silence est installé, qu'est-ce qui le rompt?
Enfin, ouais, c'est pas toujours évident. Alors ça peut être volontairement, voilà, on finit par accrocher un petit truc qui peut-être peut lancer quelque chose, mais pas forcément. En tout cas, derrière tous ces différents silences, il y a une quasi-règle pour moi, c'est que la fécondité de ce qui va suivre est à peu près proportionnelle à la longueur ou à l'épaisseur du silence. Et en fait, ce silence, il semble témoigner du fait qu'un travail superficiel a été accompli et que c'est un peu comme un cuisinier qui a préparé son plan de travail. Enfin voilà, comme un truc de préparation et puis une fois que c'est prêt, le vrai truc peut arriver. Et il y a vraiment quelque chose aussi avec le silence qui dure, qui perdure, qui s'allonge, qui s'épaissit. Alors bien sûr, c'est très accepté, hein, c'est dans le jeu de l'analyse, un silence, il y a rien de plus banal, de plus normal. Sauf que c'est quand même un mécanisme de catapulte. Enfin, ça se tend, ça crée de la tension, un silence. C'est pour ça que je parle de l'épaisseur du silence, c'est que ça, voilà, à un moment, ça devient quand même inconfortable. Ça devient quand même un truc. Puis on entend les bruits dans le silence. Enfin, ça peut être, il peut y avoir des bruits, je sais pas, un bruit de ventre. Ça donne envie de rompre le silence, les bruits de la vie. Enfin, c'est très très silencieux, hein, un cabinet de psy quand personne dit rien. Donc ça se tend de plus en plus. Et puis au bout d'un moment, vraiment, ça devient impossible. C'est plus tenable. Et j'ai eu comme ça des expériences. C'était vide, c'était totalement vide, il y a rien. Puis plus ça s'épaissit, plus c'est tendu et je me tends et c'est encore plus vide, c'est horrible. Et comme ça devient impossible, enfin voilà, je suis tordu entre il y a rien et puis il faut. Et à un moment, il y a la bouche qui s'ouvre et il y a toujours rien qui est là. Et c'est vraiment les moments lors desquels j'ai ressenti le plus de lâcher prise. Vraiment, c'est là qu'il y avait le plus de risques, ceux que j'associe aux plus grandes avancées, alors qu'ils semblent s'être construits justement sur du non lâcher prise. Enfin, que c'était bah non, il y a rien, et puis ça, non, je veux pas en parler, non, ça, je te ferai pas ce plaisir, et ça aboutit à ça, vraiment. Et donc c'est vraiment voilà la nouveauté qui vient d'un État qui semble atteindre de nouvelles zones après avoir suffisamment exploré ce qui était déjà là. Voilà. Alors donc j'ai pas, je vous l'ai dit, d'intention de systématicité. Hein, j'en ai fini avec cet échantillonnage des modalités d'apparition de la nouveauté. Je parle pas du rêve, je vous ai dit tout à l'heure pourquoi. Je parle pas de littérature, de films, de discussions ou d'expériences que je peux avoir avec telle ou telle personne. Je vais aborder maintenant la deuxième question, qu'est-ce que tout ça m'apporte? Comment parler du bénéfice, de l'impression de bénéfice? Mais c'est tout ce qui compte de toute façon. J'aimais bien dans la première version de l'annonce du séminaire, c'était dit qu'il y aurait rien d'opposable dans le. C'est vrai, c'est que mes impressions, mais voilà, c'est confortable. Donc j'ai choisi ce terme de nouveauté qui est peut-être pas ni très beau ni le plus adapté, mais je voulais surtout un terme neutre parce que, enfin le plus neutre possible, parce qu'il me semblait pas évident que ces nouveautés s'accompagnent nécessairement d'un mieux, enfin, qui est forcément une qualification positive qui puisse les accompagner. Et pourtant, je pense que c'est toujours le cas, mais juste que c'est pas évident. Enfin, que quand il se passe quelque chose, est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose? Il y a question. Et pour expliquer comment j'ai commencé à vivre ça de cette manière, donc comme un mieux, comme de manière bénéfique, j'aimerais parler d'un épisode réjouissant que j'ai vécu avec deux amis qui sont pas là aujourd'hui, qui
pouvaient pas venir. Alors ces deux amis musiciens, je fais régulièrement de la musique avec eux. Je pense qu'on sortait d'une répétition en studio. Et puis on s'est retrouvé à passer la soirée dans un logement qui était, alors c'est deux musiciens, mais qui sont avant tout artistes, plasticiens, un garçon, une fille. Et puis on a passé la soirée là où était hébergée la fille, qui habite pas à Paris, et elle avait un atelier logement à sa disposition. Et donc, c'est un lieu d'habitation, mais aussi de pratique artistique. Et comme souvent, pour ce type de logement, bah, il y a beaucoup de trucs dedans. Il y a plein de livres, il y a plein d'objets. Voilà, c'est souvent des espaces assez saturés de choses diverses et variées. Et donc, on était tous les trois là-dedans. Enfin, elle qui était hébergée, donc qui connaissait un peu mieux le lieu, et puis nous deux autres qui découvrions. Voilà. Et donc, parmi tous ces stimuli, on a fini par se fixer sur une image de Mao. Alors là, je sais plus quel était le format, si c'était un portrait sous verre, une carte postale, la couverture d'un livre, je sais plus trop. Et puis ce portrait de Mao, on l'a assez rapidement problématisé. Et le problème qu'on a formulé, donc vraiment j'utilise le nous parce que je me souviens plus du rôle respectif des uns et des autres. On regardait les cheveux de Mao. Merci Paul Lout pour les impressions. Voilà. Donc, donc on regardait les cheveux de Mao qui nous semblaient former une masse dotée d'une forme très particulière, très reconnaissable, vraiment comme une signature. Je la remontre ici aussi. Voilà. Ah bah. Alors cette forme, on pourrait la décrire comme un de ces accessoires cache-oreilles que certains enfants portent l'hiver. Un cache-oreille dont la partie serre-tête serait évidemment beaucoup trop courte pour la tête d'un homme d'un âge avancé, plutôt massive. Et on s'est beaucoup interrogé sur la forme tridimensionnelle de cette chevelure parce que la plupart des photos de Mao sont de face. Alors il y a des légères variations d'angle si vous regardez sur Google Images, ce qu'on a fait évidemment. Alors après il y a des portraits de lui jeune, mais là c'est autre chose, on n'est plus sur le même objet. Mais pour avoir l'équivalent, enfin on s'est vraiment interrogé sur c'est quoi cette structure, si on tourne autour, qu'est-ce qu'on voit. Et donc c'était pas très concluant sur Internet, donc on a été réduit à la méthode spéculativo-dessinatrice. Donc on a commencé à faire des schémas à partir d'un modèle ovoïde qu'on a tenté d'habiller. Alors ça, si je me souviens bien, ces deux dessins-là, ils étaient de moi. Ceux-là, je sais plus. Voilà. Et puis dans les jours qui ont suivi cette soirée, chacun a continué d'être attentif pour collecter des éléments relatifs à notre problème. Et donc j'ai retrouvé dans mes documents, j'avais fait un petit dossier, un objet naturel. C'est une pomme de mer. Alors c'est beaucoup plus beau en couleur. Si vous avez l'occasion de faire des recherches plus tard, tapez pomme de mer, c'est un truc c'est de toutes les couleurs. Donc ça ressort mieux qu'en noir et blanc, que ça ce serait la chevelure et ça la tête. Et puis ça c'est une œuvre de David Hammond, Stonehead. Donc c'est une pierre recouverte de chevelure prise dans chez des coiffeurs afro-américains. On va pas rentrer dans les détails de cette œuvre qui ne nous a servi à rien d'autre qu'à illustrer le fait qu'on peut s'amuser autour de qu'est-ce que c'est qu'un machin qui sert de tête avec des cheveux par-dessus. En tout cas,
On s'est rendu compte que les possibilités de mise en relation avec d'autres objets naturels ou artificiels étaient à peu près infinies. Et cet épisode, évidemment, il peut paraître assez anecdotique. Il l'est pas pour moi. Et si je l'interroge, comme j'interroge l'analyse du point de vue du bénéfice que j'en tire, a priori, ce bénéfice, il semble assez modeste. On a passé une soirée amusante, évidemment, et une après-soirée aussi, puisqu'on a continué ce jeu. C'était ludique. En dépit du personnage choisi, aucun grand sujet n'a été abordé. C'est toujours gage de qualité, ni politique, ni historique. Aucune connaissance digne de ce nom ne semble avoir été tirée de ce jeu, et seul semble rester le plaisir qu'ont éprouvé trois êtres à s'amuser ensemble, ce qui est déjà pas mal. Mais je crois que cette dimension d'amusement, d'expérimentation, a priori déconnectée de tout gain sérieux, mérite d'être examinée. Alors, ce qui me frappe d'abord, c'est la manière dont on a pu trouver un problème fécond. Fécond simplement au sens où il a su nous mobiliser et sur lequel on a été capable, tous les trois ensemble, de s'investir. Je crois que la question du cadrage, alors évidemment c'est une question ultra sensible, ultra personnelle, elle doit être évoquée, la manière de poser des choses qui va exciter certains et puis en laisser d'autres totalement indifférents. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes que ça aurait pas du tout amusé de jouer avec nous. Donc, évidemment, mon but c'est pas de vous convaincre que ce jeu était génial, seulement encore une fois qu'il l'a été pour nous, donc on est toujours dans le rien d'opposable, qui nous a fait sentir en fait la possibilité d'exploiter des choses en nous, nos imageries, ce dont on est doté en fait. Et je crois qu'avancer en analyse, c'est aussi apprendre à mieux se proposer des cadrages féconds qui entrent en résonance avec sa propre sensibilité. Hein, c'est possible, enfin, on tombe, enfin, dans mon souvenir, en tout cas, on tombe plus fréquemment dans le piège de se dire ça doit être un problème important, faut que je le traite, faut que j'en parle, et puis on met du temps avant de se dire en fait ce problème il m'intéresse vraiment et il a pas l'air important, mais ça c'est mon problème, il est bien celui-là. Donc la question du cadrage. Ensuite, j'aimerais revenir sur la dimension ludique en tant qu'épistémologue. Alors il semble qu'il y ait une contradiction dans les termes presque, parce que c'est un vrai point aveugle en épistémologie, ou en tout cas très très peu identifié. Dans mon domaine, on s'interroge, alors c'est philosophie des sciences, c'est sérieux, c'est austère. On s'interroge sur ce qu'est la connaissance, quels en sont les effets, comment on l'obtient. C'est assez rare qu'on discute du jeu et de sa place dans notre savoir. On parle plutôt de méthode, au singulier ou au pluriel quand on est plus ouvert, comme on l'est à l'espace éthique. On parle de méthode, on parle de logique, on parle de rigueur, on considère qu'il y a quand même en général plus à gagner sur les rails du bon raisonnement bien mené qu'à aller prendre les chemins de traverse de l'amusement. Alors bien sûr, on a toujours envie de matiner tous nos discours et nos projets d'anticonformisme, de pluralité, d'interdisciplinarité, mais ça reste en général assez éloigné de la dimension ludique. Alors il y a quand même, heureusement, au moins un contre-exemple qui a réussi à obtenir une vraie reconnaissance, notamment depuis son livre Contre la méthode, qui date de 1975, et sa défense acharnée d'un anarchisme épistémologique, c'est Paul Feyerabend. Alors je le cite pour quelques phrases qui me touchent vraiment. Il n'y en a pas beaucoup qui me touchent dans la littérature épistémologique, je vais vous les lire, donc je cite maintenant. On admet souvent qu'une compréhension claire et distincte d'idées nouvelles précède et doit précéder leur formulation et leur expression institutionnelle. Entre parenthèses, une recherche commence avec un problème, dit Popper. Ferme la parenthèse. D'abord, nous aurions une idée ou un problème, ensuite nous agirions. C'est-à-dire que nous parlerions ou construirions ou détruirions. Cependant, ce n'est certainement pas ainsi que se développent les enfants. Ils font usage de mots, ils les combinent, ils jouent avec eux jusqu'au moment où ils en saisissent le sens qui jusqu'alors leur avait échappé.
et l'activité ludique initiale est une condition essentielle de l'acte final de compréhension. Il n'y a pas de raison que ce mécanisme cesse de fonctionner chez les adultes. On doit s'attendre par exemple à ce que l'idée de liberté ne puisse être rendue claire que par les actions mêmes qui sont censées créer de la liberté. La création d'une chose et la création doublée d'une parfaite compréhension de l'idée correcte de la chose font très souvent partie d'un processus unique et indivisible et ne peuvent être séparés sans en provoquer le blocage. Le processus lui-même n'est pas guidé par un programme bien défini et ne peut pas l'être car il contient les conditions de réalisation de tous les programmes possibles. Fin de citation. Donc on en vient maintenant à un début de caractérisation du bénéfice que j'éprouve à travers un jeu comme celui que je viens de décrire ou de mon analyse. Alors plusieurs points me paraissent vraiment importants ici. Tout d'abord, la continuité entre l'enfant et l'adulte, qui est particulièrement soulignée par Feyerabend pour ce qui touche au processus d'apprentissage, de maîtrise et d'enrichissement du sens. Ce qu'on pourrait présenter comme une activité régressive, on retourne en enfance, on joue, on fait mumuse, ça me semble au contraire s'opposer frontalement à un certain type de régression de l'âge adulte, par lequel il conviendrait de cesser de jouer, de triturer, de malaxer, d'expérimenter les mots et les choses, et donc de se les approprier. Alors Feyerabend prend l'exemple de l'idée de liberté, un choix qui n'est pas dû au hasard. On sait combien la notion de liberté est difficile à saisir philosophiquement, difficile à définir, à enfermer dans une définition close. Et il nous dit alors combien, pour sortir de cette impasse, il est important d'en revenir à l'équivalent d'une activité enfantine par laquelle un mot ne prend son sens, mais son sens très réel, cette fois très fort, qu'à travers l'interaction du langage et de l'action, en l'occurrence celles qui sont censées créer de la liberté. Alors si on revient à Mao, quel lien entre le sens des mots tel que le présente Feyerabend et le toupet du grand timonier? Finalement, ce qui nous a enrichi lors de cette soirée, c'est pas véritablement, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir appris quelque chose sur Mao ou sur ses cheveux ou sur la Chine. Donc c'est pas de la connaissance académique avec un contenu énonçable sous forme propositionnelle, mais c'est un exercice ludique qu'on s'est donné pour créer du lien entre diverses choses du monde, a priori assez peu connectées. Et comme nous avons réussi cet exercice, en trouvant plein de manières de lier une image et à travers elle aussi un lieu, un moment et bien sûr aussi une amitié, à mille autres choses, eh ben on a créé du sens. On a enrichi ce moment, ce lieu et notre amitié de sens. Alors quand on parle d'une perte de sens, pour la vie de quelqu'un ou pour des métiers, on parle souvent de métiers qui font pas sens, qui ont perdu leur sens. Ce qu'on pointe, c'est généralement un appauvrissement des liens. Un adulte qui a perdu son conjoint, sa vie reposait sur plein de liens qui dépendaient de la personne qui a disparu. Une personne âgée qui n'a plus beaucoup de contact avec le monde extérieur. Une activité qui n'est compréhensible que par le salaire qu'elle apporte et rien de plus. Donc le sens d'une vie dépend des liens, et plus exactement de deux types de liens. Il y a d'une part les liens effectifs, le fait d'être actif, d'être vivant, d'être inclus dans le monde, dans la société, avec une vie sociale riche, de faire des trucs, voilà, tout ce qui se matérialise d'une manière ou d'une autre, ce qui est effectif. Et puis il y a des liens symboliques, c'est-à-dire ceux desquels on habille sa vie et les récits qui la composent. Et donc, bien sûr, pour moi, l'analyse, elle joue aussi un rôle pour identifier d'éventuelles négligences dans les liens effectifs, mais son rôle essentiel, c'est quand même dans la constante mise en relation entre des éléments de ma vie et puis d'autres choses, qui constitue le principal enrichissement que je ressens. Alors c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais, si je me souviens des idées assez vagues
que je pouvais me faire au début. Bien sûr, si on entreprend d'entrer en analyse, c'est qu'on en attend des bénéfices. Alors on essaie un peu de se les... Enfin, je sais pas si on essaye, mais on se les représente forcément d'une manière ou d'une autre. Je crois que je me les représentais plutôt quelque chose sur le mode d'une résolution d'énigme. Un peu comme une enquête bien menée par un bon détective. Et puis, on aboutit à un récit beaucoup plus lumineux. On a les clés de l'énigme, du récit, voilà, le rôle des protagonistes, tout ça, devient bien identifié à la fin de l'enquête. Alors cette dimension, elle n'est pas totalement absente de l'analyse. On éprouve parfois cette satisfaction, effectivement, d'avoir résolu une énigme, mais elle est assez rare, enfin pour moi en tout cas, elle a été assez rare. Elle a été assez ponctuelle, c'est-à-dire que même quand ça s'est produit, c'était pas forcément très durable, bon, c'était comme ça, mais c'est pas quelque chose qui m'a tellement marqué que ça. Ce qui est constant et durable, c'est vraiment le gain net apporté par la mise en relation de choses avec d'autres choses, quelle qu'en soit la base associative. Au fond, procéder comme ça, par analogie, moi je m'entends très souvent dire c'est comme si, c'est comme s'il se passait ci, c'est comme s'il se passait ça, c'est comme si Là, c'est regarder en fait le même événement à travers autant de types de lunettes possibles, des verres colorés, des verres déformants, grossissants, etc., inversants. Et donc mieux connaître les choses à travers ces variations. Alors c'est difficile de parler de l'effet de tout ça. Même une fois qu'on dit ça, bon, alors c'est quoi le bénéfice de ça du coup? Réussir à dire précisément de quelle manière ça agit. Donc, bon, j'arrive à la conclusion. Mon impression, c'est quand même d'être plus en maîtrise à travers tout ça. C'est-à-dire qu'il y a non seulement tous ces liens symboliques, analogiques qui sont tissés, qui donnent un sens plus profond, plus fort au vécu. C'est aussi quand même un sentiment d'être moins pris au dépourvu, d'avoir déjà voilà, parcouru les choses mentalement d'une manière qui permet ouais, je peux pas mieux dire, d'être moins pris au dépourvu sur sa propre vie, d'avoir démêlé des fils, sans forcément qu'il y ait un sens de résolution de quoi que ce soit d'ailleurs. Voilà, moins de naïveté. Et voilà, j'aimerais finir en disant que ce bénéfice, tel que je le ressens, tel que je vous l'ai décrit, donc l'apport de sens, l'apport de maîtrise, doit être complété par un autre, plus méta, mais peut-être plus important. C'est celui justement de mieux comprendre et de comprendre de manière plus assurée, plus personnelle, ce qui me touche dans l'analyse justement. Donc précisément être capable aujourd'hui de venir vous en parler. En tout cas beaucoup mieux et beaucoup plus précisément que j'aurais pu le faire X années en arrière. Donc de pouvoir dire aujourd'hui, de le sentir assez fort, j'adore ces raisonnements par analogie, vraiment, moi c'est mon truc. Si vous receviez quelqu'un d'autre pour le même type d'exercice, vous aboutiriez à des choses différentes probablement, mais c'est justement voilà, parvenir à mettre au jour ce truc-là, c'est le fait que ces liens, pas forcément évident au départ, de réussir à les faire émerger, c'est apprendre que j'aime tellement ça, c'est aussi un vrai bénéfice de cette analyse. Voilà. Bah, je m'arrête là et puis je ne sais pas si vous aurez des questions, commentaires. Merci. Moi, merci beaucoup, Vincent. C'était un vrai plaisir de t'écouter pour moi. En tout cas, j'imagine que c'était partagé. Enfin, j'ai senti l'attention dans la salle que c'était le cas et j'ai senti que, enfin, t'as pris plaisir vraiment à préparer cette intervention.
Alors moi je sais pas trop comment réagir à ça. Je me suis plutôt laissé bercer et c'est que vers la fin que je me suis dit que j'aurais à répondre et du coup à prévoir des choses. Mais euh, c'est assez difficile C'est pas une c'est pas obligation, une hein. Enfin, obligation. moi, Mais j'ai quand même une chose à dire, si vous me permettez. C'est que alors, surtout la deuxième question et la façon dont tu as, tu as répondu sur le bénéfice, ça m'a fait penser à l'évaluation à l'évaluation des soins, à l'évaluation des soins psychiatriques et voilà. Et je me suis simplement dit en t'écoutant que c'était pas du tout recevable pour des évaluateurs et du coup de de mesurer enfin de donner au patient euh, le rôle de dire lui-même quel était le bénéfice de sa psychanalyse, c'est-à-dire que en fait tu c'était de l'anti-évaluation, ce que tu as fait d'une certaine façon. Du coup, ça m'a intéressé et en même temps, j'ai trouvé ça très, très convaincant. C'est-à-dire que en t'entendant, on sentait vraiment les bénéfices, et pourtant, c'est totalement irrecevable pour des gens qui évaluent aujourd'hui la qualité des soins. Voilà. c'était un étirement. Vous voulez vous étirer d'abord, moi-même. Ouais, alors, donc c'était hyper intéressant. D'abord, d'être très très différent. Ceci, tout était assez différent cette année. Mais alors là, la forme était vraiment surprenante. On s'attendait à être surpris. C'est un peu le projet en fait. Et on l'a été. Super. J'avais alors d'abord une remarque. Il y a une chose à laquelle je pense beaucoup en ce moment et qui peut-être Je sais pas si résonne un peu parce avec. qu'il y a quelqu'un, donc peut-être Ah oui. que je sais pas. Hein. Quoi, par l'effort, genre. Je sais pas si ça suffit. Vous entendez, madame? Oui, oui, on entend. Merci. Quelque chose qui résonne pas mal avec des choses dont tu as parlé, en particulier une affaire topologique et puis une affaire de quotidien. C'est presque quotidien. Alors 2 fois par semaine, c'est pas presque quotidien, mais c'est quand même presque quotidien. C'est-à-dire que ça finit par occuper quand même le quotidien, parce qu'on est en général pas longtemps avant, pas longtemps après, et finalement, ça crée comme ça une espèce d'espace qui nous accompagne tout le temps. Et moi, je pense très souvent à ce jeu dont j'ai redécouvert le nom, ou découvert le nom récemment, mais dont j'avais souvent l'image mentale, qui est le taquin, qui est ce petit jeu carré, dans lequel il y a des carrés. Il faut qu'il te manque une case. Il faut qu'il te manque une case pour pouvoir faire le dessin. Et moi, j'ai souvent en tête que être en analyse, c'est pouvoir faire un peu bouger les carrés, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette espèce de lieu de débattement qui existe toujours, et même quand on n'est pas allongé sur le divan, il existe. Mais surtout, il faut rester taquin. Il faut rester taquin, et ça c'est très important. Et j'ai senti que forcément ça te plairait. Et après, il y a une affaire que j'ai trouvée très intéressante et que j'ai pas bien encore, mais bon, c'est maintenant qu'on pose les questions, donc elle aurait été plus claire demain ou après-demain. Mais donc, d'après mes calculs, quand tu es, comme tu dis, entré en analyse, alors je sais pas si on le dit ou je sais pas ce qu'on dit d'ailleurs à cet endroit-là quand on dit qu'on commence une analyse, entrer en analyse, je trouvais l'expression ça se dit, ça ouais. se dit moins. Mais on l'entend bien quand elle est dit. D'après mes calculs, tu étais étudiant en sciences. Non, j'étais en toute fin, j'étais en début de rédaction de ma thèse de philo. Et la science était déjà, ça faisait déjà longtemps. Bah, pas longtemps, mais j'étais rémunéré en tant que scientifique, j'étais professionnel scientifique jusqu'en 2008. Après, j'ai complètement basculé en philo, j'ai soutenu ma thèse de philo en 2011, fin 2011, et j'avais commencé quelques mois plus tôt. Voilà. Donc, bon, l'idée étant que sans doute tu baignais dans une tension dans laquelle nous on peut baigner pendant l'internat, où on nous a proposé des systèmes, des modèles de compréhension physiologique de notre objet, et puis hop, des gens. Merde, c'est pas du tout pareil. Et on est dans
on essaie de les comprendre avec les outils qui nous ont été donnés. Et il y a là un moment, et tu as beaucoup utilisé ce mot-là, un moment d'inconfort qui est ce moment, alors quand il y a le silence, c'est-à-dire quand tu arrives sur le divan de ton analyste, peut-être que tu devrais peut-être passer à 3 séances, je me dis, même si les silences, on les accepte évidemment, mais je me demande si cet inconfort-là, il n'y a pas une explication, ou en tout cas une manière dont on pourrait le voir, c'est que finalement ça reste un monsieur auquel on parle et auquel on prête un savoir, des connaissances. Et à ce moment-là, au moment où, en début de séance, tu t'assieds, il me semble que tu as plutôt parlé de séance de début de séance. Hein. Après le rituel Nadal. Ouais. Voilà. Parmi d'autres, ouais. Parmi d'autres. Je me demande s'il n'y a pas ce moment-là où on est bientôt en train de basculer, de sortir de cet inconfort, en sortant de cette illusion qu'on va pouvoir dire objectivement quelque chose de nous, et où on va pouvoir se laisser aller à quelque chose qui serait de l'ordre de la vérité du sujet, ou quelque chose qui serait vraiment de nous, et qui prendrait pas la forme de quelque chose qui serait compréhensible par quelqu'un qui aurait une grille de lecture qu'on lui prêterait. Hein. Donc il y a peut-être, je me disais, il y a peut-être cette affaire-là, et tu fais aussi beaucoup référence à une phrase de Freud finalement, que tu dois connaître parce que elle est en creux partout. C'est la psychanalyse guérit de surcroît. Je crois que c'est quand même très intéressant de voir à quel point le bénéfice. C'est Lacan. Non. Ah ouais, bah, toujours. Alors, je l'aime bien en plus. Donc c'est que j'ai jamais dû la lire. On a dû me la raconter. Ah ouais, c'est de Lacan. Tu me diras où alors. Hein? Je sais pas. D'accord. Bon. En tout cas, cette phrase existe et le bénéfice n'est pas du côté uniquement de la guérison d'aller mieux. Il y a un bénéfice par-delà cette chose-là, qui est quelque chose de relativement incompréhensible aussi pour l'évaluateur. Et dernière chose, et j'ai fini, que je voulais dire, c'est... Mais continue, enfin, tu veux t'empêcher de parler maintenant. C'est une pression. Bah, pas du tout. Et Paul parlait... Moi, je pensais à la grâce, à cause du surcroît. Paul parlait de l'évaluation et le fait que l'évaluateur puisse pas du tout avoir accès aux bénéfices, c'est quelque chose que je trouve hyper grave. Je trouve ça hyper grave parce que ce bénéfice, il existe vraiment et il existe pour tous les gens qui ont accès à ce type de méthode, je sais pas comment on pourrait qualifier, mais et je crois que c'est hyper important dans d'entendre ton témoignage ou ton essai. Voilà, c'est une espèce d'essai. C'est une forme d'essai, quoi, un peu. Comme comme un manifeste, une revendication pour faire exister la conviction que ce type de pratique-là a une place et a une nécessité, je sais pas si, et détermine un soin qui existe, quoi. Voilà, faut les faire apparaître. Et finalement ici on l'a beaucoup dit, mais on l'a pas souvent montré de manière quasiment expérimentale. Et c'est voilà une des grandes qualités de ton travail. Merci beaucoup. Ouais, je peux peut-être dire un mot sur l'évaluation. Comme vous posez tous les deux la question de l'évaluation et que c'est drôle parce que cette question, en fait, elle m'est pas du tout apparue comme étant problématique. C'est-à-dire, la manière dont toi tu l'as problématisé en disant c'est pas du tout recevable, c'est pas à toi de dire quel est le bénéfice, faut que ce soit vu de l'extérieur. Je dis pas que c'est ton avis, hein, mais que tu rapportes cette conception de ce que c'est que le bénéfice pour des évaluateurs, ça, tu vois, ça m'avait même pas effleuré en fait. Parce que je me suis senti légitime là-dedans, c'est moi que ça concerne en fait. C'est à moi de dire si tous ces, je vais pas dire tous ces efforts parce que je suis pas sûr que ce soit tellement le registre, mais en tout cas, c'est
c'est une discipline au moins. Enfin, et puis qui s'installe dans le temps. Je ratais plus de séances avant. Là, j'en rate pas depuis. Je touche du bois, mais j'en rate pas accidentellement, par oubli, parce qu'elle a été déplacée, que j'ai mal noté, etc. Depuis pas mal de temps. Donc ça demande de la discipline, de l'organisation, parce qu'il y en a tellement en fait. Il y a beaucoup d'erreurs possibles là-dessus. Et en fait, ouais, enfin, c'est évident qu'avec tellement de temps, d'argent aussi, forcément, même si bon, le jeu en vaut largement la chandelle, je trouve. Enfin, c'est une amie qui utilise cette expression, mais je la prends volontiers à mon compte. Je trouve que c'est vraiment un cadeau qu'on se fait à soi-même, un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire à soi-même. Et quand même, enfin, la question, qu'est-ce que j'en tire? Qu'est-ce que je m'attends à en tirer? Parce qu'elle traverse toute l'analyse, en fait. Le début, qu'est-ce que j'en attends? Et puis une fois que ça commence, est-ce que ça règle des trucs? Enfin, au début, on s'attend à avoir un peu quand même des résultats rapides. Enfin, voilà, elle accompagne vraiment toute la durée de l'analyse, cette question du bénéfice. Et c'est nous, les analysants, les patients, qui sommes concernés. Enfin, c'est le bénéfice de qui? De nous. Et qui sait, enfin, comment ça devrait pouvoir être évalué ou mesuré, si ce n'est, enfin, voilà, faudrait quoi? Des indicateurs chiffrés? Il y a la question de l'argent quand même. C'est-à-dire que l'évaluation, elle est rendue. Non, mais non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que il y a évaluation que parce que il y a une gestion et parce que c'est un financement socialisé. C'est-à-dire que dans le cadre des soins, donc là, on n'est pas dans ce cadre-là. On est dans le cadre d'une psychanalyse avec. c'est peut-être pour voilà. ça que je me suis senti tellement justifié à parler du bénéfice. C'est que c'est mon argent, en fait. Voilà. Ça concerne personne d'autre, donc. Oui, mais d'un point de vue scientifique, il y a quelque chose dans la manière dont on traite ce qu'on sait de la psyché et la manière, il y a quelque chose de très mal ficelé aujourd'hui. On n'évalue pas la question de la psychanalyse parce que c'est des affaires très intimes, c'est des affaires qui se font avec notre argent, et donc ça fait pas du tout l'objet d'une évaluation. Et puis d'ailleurs, ça se prête pas du tout à l'évaluation. Il y a des gens qui le font, l'évaluation des psychothérapies, mais c'est pas très convaincant à mon avis. Il y a quand même eu les 2 articles qui sont sortis il y a quelques mois, qui a montré justement que le bénéfice d'inspiration analytique était absolument comparable à ceux de PCC ou d'autres. Bénéfice sur des symptômes, après psychiatrie. Effectivement, c'est pas qu'en termes de réduction du symptôme, c'est pas qu'en termes d'allègement de la souffrance. Il y a tout un tas de critères qui sont pris en compte. Et justement, aujourd'hui, il y a des courants pour revendiquer une évaluation comme les autres de la psychanalyse. Ouais. Et je trouve que le témoignage est bien sûr plus fort qu'une évaluation chiffrée, et évidemment avec des indicateurs qui sont impersonnels. Bon, évidemment, on peut être que dans le qualitatif, mais c'est vrai que c'est peut-être une chose à penser de partir à la chasse à ces témoignages C'était déjà un peu fait. Moi, j'avais un peu d'appréhension à venir vous écouter parce que je suis très imprégné par le discours psychanalytique, et donc d'avoir un discours profane comme ça, il y avait une certaine balisée, mais effectivement, non, mais en même temps, c'est très fort, mais comment s'autoriser à parler de ça alors que tout le monde a déjà parlé, et qu'effectivement, en plus c'est quelque chose de ritualisé, c'est-à-dire que parler de son analyse, ça se fait notamment à la fin de son analyse, justement pour mesurer le chemin parcouru, et dresser un peu le bilan. Ça prend chez le lacanien le terme de thérapie, c'est la passe. C'est le passage justement, on quitte sa position d'analysant vers une position plus analyste, et qui permet de témoigner justement, ça nous distancier un peu de ce qui s'est passé. Mais vous, votre témoignage se rapproche plus des témoignages de profanes, des témoignages expérientiels de patients, effectivement, qui témoignent par un processus avec un langage plus
vous dites naïf, mais en même temps, vous êtes traversé aussi par d'autres catégories. Notre champ de savoir, vous dites les mathématiques, vous avez tout ce vocabulaire de l'analogie avec la topologie. Je trouve que c'était vraiment très fort et très convaincant. Vous dites que vous ne parlez pas de vous, mais en même temps, vous en parlez un petit peu. Oui, non, mais je voulais pas m'interdire de parler de moi, parce que je pense que c'est important aussi de ne pas rester purement théorique. Voilà, je vais juste rester dans le schéma. Quand j'ai pu illustrer de manière précise ces schémas, effectivement, je me suis autorisé à le faire, mais c'était pas le but de l'analyse de vous parler de mon papa et de ma maman, évidemment. Il y a quelqu'un d'autre dont vous ne parlez pas du tout, c'est même de l'analyste. Moi, ce qui m'a frappé, c'est quand même que vous parlez comme si vous étiez un peu seul sur le divan. Oui, mais peut-être qu'il y a quand même quelqu'un qui intervient, je ne sais pas, qui soutient. Mais c'est pour. Il y a eu des gargouilles. Qu'il y a des bruits de ventre, hein. On a senti que c'était de côté les bruits de ventre. Mais c'est curieux parce que vous parlez de votre vie, et de par exemple, l'analogie avec le jeu, ce qui est super, la dimension ludique, ça me prend plaisir d'être avec vos amis. Mais est-ce que, du coup, l'analyste aussi se constitue comme un partenaire? Ah, il résiste plus que mes amis. On n'a pas du tout envie de lui faire plaisir, manifestement. On a de lui faire quelque plaisir que ce soit. Mais quand même, il a dû avoir une certaine responsabilité, ou elle a dû avoir une certaine responsabilité quand même dans ce bénéfice. Énorme. Enfin, je lui dois tout. Non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est lui qui me reçoit. Enfin, sans lui, il n'y a pas ce travail, donc. Mais il est très absent. Ouais, parce qu'il est assez absent. Il intervient peu, ce dont je suis très très content. Enfin, je trouve que c'est très. C'est aussi un cadeau qu'il me fait, je trouve. Il m'impose très très peu de choses. Il intervient de manière juste. Enfin, il n'hésite pas à intervenir, mais il me laisse une place folle en fait. Et moi, voilà, mon témoignage est déformé par ça en fait, par combien, enfin. On pourrait faire des statistiques de mots prononcés par l'un par l'autre. Dans le registre de l'évaluation. Oui. Alors, je vais commencer par remarquer que Benjamin a dit qu'on s'attendait à être surpris. Dans un petit bouquin de logique amusante qui s'appelle « Quel est le titre de ce livre ?» Ça commence bien. Où l'auteur raconte, c'est probablement fictif, que le 1er avril, il dit à son frère qu'il va lui faire une blague. Et puis, il ne se passe rien. Et alors, la question à la fin, c'est « Est-ce que c'était une blague ?» Alors, quand tu dis « On s'attendait à être surpris », je dois dire que j'ai pensé à ça. Vraiment, merci beaucoup. Oui, on a plusieurs paires de lunettes à la fin. La question du bénéfice. Est-ce à dire que ce serait une définition ? Savoir que la perspective dans laquelle on est n'est pas la seule possible et qu'il y a ce jeu, alors là vraiment au sens, il y a du jeu entre le tenant et la mortaise, enfin, c'est pas collé quoi, il y a un décollement. Feyerabend contre la méthode qu'il m'a donnée envie de le lire, ça c'est pas étonnant. Sur Mao, il y a une citation dans Mao qui montre qu'il a du tout vrai, justement, et qui, à mon avis, est une citation que la psychanalyse doit s'approprier. Quelle que soit la situation et le poids des causes externes, il faut toujours supposer que les causes internes sont plus importantes. Et il me semble que ce point-là est un point qui, à la fois, est une condition
la cure et en même temps un résultat de la cure, c'est-à-dire la séparation entre le propre et l'impropre, entre ce qui nous constitue et ce qui nous affecte, qui n'est pas la même chose. Voilà. Bon. Il y a très longtemps, je m'étais posé la question j'avais posé la question suivante: si le vif de l'analyse, c'est que le sujet est mené il ne sait pas où par il ne sait pas quoi, et que la seule manière de s'orienter, c'est d'accepter de parler sans savoir ce qu'il dit, sans savoir avant de le dire, alors qu'est-ce qu'il en est du savoir qui se constitue au fil de ce trajet, et de quelle manière ce savoir doit-il se constituer, et dans quel rapport il doit être, pour ne pas devenir un obstacle à la poursuite du parler sans savoir. Et je pense que, par exemple, votre façon de témoigner le savoir dont vous témoignez est un savoir sur les modalités de savoir. Et pas, c'est-à-dire c'est un savoir sur le contenant, et pas sur le contenu, chose que d'ailleurs vous avez annoncé tout au début, puisque vous avez dit que vous ne parleriez pas de votre vie. Et je me suis dit oui, il s'agit de contenant et pas de contenu. C'est-à-dire de quelle manière la topologie aussi sûrement est un point important dans cette affaire-là, c'est-à-dire de quelle manière l'architecture du contenant et ce qu'il s'agit de repérer, de visiter, parce que les contenus finalement, c'est ce que le monde nous impose, nous donne, c'est les objets dont nous sommes chargés, alors que la manière de les recevoir, de les contenir ou de ne pas les contenir, c'est ce qui nous constitue. J'ai aussi repensé à un truc que j'ai dit une fois, et puis après c'est devenu un de mes outils. Je ne sais plus à quel moment j'ai pensé à ça. Enfin, sur la question du bonheur. Ah oui, pour l'évaluation d'abord. Lacan dit « je ne sais pas où », mais Clément, qui est bien plus studieux, saura peut-être. Moi, je sais que c'est juste un bas de page de gauche. C'est déjà la moitié. Ouais. Lacan dit quelque part... Ça dépend des éditions. Une analyse n'a pas à être poussée trop loin. Quand le sujet s'estime heureux, on peut s'arrêter là. Et ça, c'est un point d'évaluation en intériorité, c'est-à-dire, bon, et ça a aussi à voir avec le fait qu'évidemment chacun paye sa propre analyse. Et sur la question du résultat, du bénéfice, évidemment que le vrai bénéfice, c'est celui qui n'est pas un retour sur investissement. C'est-à-dire la discipline est évidemment une condition, mais le vrai bénéfice, le bonheur en un certain sens, c'est ce qui vient comme toujours en excès sur ces conditions de survenue. C'est-à-dire ce qui est non pas un résultat mais une grâce. Quand vous dites c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même, alors c'est un peu compliqué. Je disais une fois à un patient qui me disait que c'était pas une patiente qui me dit « j'arrive pas à être heureux, c'est pas normal ». Alors je lui disais que non, le bonheur n'est pas l'état naturel de l'être humain. Et lui ayant dit ça, tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'était vrai. Et donc, je lui ai parlé de Pavlova. Et je lui ai dit, est-ce que vous avez déjà vu Pavlova ? Et quand on la voit faire, on oublie qu'elle a mis du carpaccio dans ses chaussons. Parce qu'elle saigne. Et même elle l'oublie. C'est-à-dire quoi ? Le fruit d'un travail acharné, qui, quand il arrive, le fruit, on croit que c'est un cadeau, c'est-à-dire on croit que c'est arrivé, c'est un miracle, c'est-à-dire c'est arrivé
on l'a pas fait, on a plutôt été fait par ce cadeau. Donc il y a un truc topologique dans ce que vous dites, qui est que on est à la fois l'auteur et le résultat de cette décision. Alors ça, évidemment, c'est une chose que les évaluateurs ne peuvent pas comprendre, parce que l'auteur et le résultat, ce soit la même chose, ça dépasse leur entendement complètement. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut que la psychanalyse reste une pratique, comment dire, semi-clandestine. C'est-à-dire comme la danseuse des bourgeois du 19e. Si elle est officialisée intégralement, d'ailleurs, comment est-ce que l'hypothèse de l'inconscient peut devenir une sorte d'une doctrine officielle? C'est tout de même un peu étrange. Voilà, mais en tout cas, vraiment... Merci. Ah oui, et puis Beckett. Hein, est-ce qu'il se passe quelque chose? C'est dans Améclof, c'est dans Fin de partie. Je ne me souviens plus. En tout cas, c'est Améclof. Il y en a un qui dit à l'autre, est-ce qu'il se passe quelque chose? Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Et l'autre dit, oui. Est-ce qu'on ne serait pas en train de signifier, par hasard? Alors l'autre répond, signifier. Pff, elle est bien bonne, celle-là. Alors ça, c'est une scène. Là. Du jeu. Du jeu. Et puis alors oui, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que, parce que Clément a dit que l'absence de votre... oui, votre, c'est pas discours, c'est pas récit, c'est exposition plutôt qu'exposé, c'était l'analyse, et du coup ça avait l'air tout seul dans cette affaire-là. Et est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'au fond l'analyse c'est un corps qui est présent, auquel on prête des pensées, et qui est l'accompagnateur d'une expérience de solitude? Ouais, enfin c'est pas comme ça que je l'aurais dit, mais je peux être d'accord avec ça, oui. Je suis en train de penser aussi que la question s'est posée pour moi. Alors je lui ai parlé de l'intervention que j'allais faire ici. Je l'ai évoqué en tout cas. Parce que c'est quelque chose, vous avez compris que préparer ça m'a réjoui. Enfin voilà. C'était important et ça me paraissait évident que j'allais pas l'inviter parce qu'on est encore en business, lui et moi. Mais en même temps, c'était pas si évident que ça. Enfin, il y avait quelque chose d'un petit peu, encore un peu légèrement malaisant de pas même aborder la question. Je lui ai pas dit, bon, bah, je vous invite pas. Donc c'est resté en non-dit. Et ouais, ça fait peut-être partie aussi des choses qui sont moins de sa présence très en creux ici en fait. Peut-être que ça aurait été plus simple si j'étais plus en analyse et que tout était. Oui, non, là, ça aurait brouillé la topologie torique. Ouais. Et puis les croisements d'espace, tout ça, non, j'aurais pas aimé ça. Et je sais plus ce que vous disiez tout à l'heure sur les lunettes, les perspectives. La liberté. Oui, la liberté, c'est qu'il y a plusieurs perspectives possibles. C'est la ronde du discours, un peu. Oui, c'est ça. Je sais pas, c'est. Finalement, tu l'aimes bien, d'accord. Non, des fois tu dis, il faudrait, s'il parlait comme Mallarmé, ce serait mieux. Ah, voilà, j'ai pensé aussi à ça, à la poétique. C'était ce que vous avez dit, les manières dont on attrape, métaphoriser, les analogies, etc. Et alors je me disais, et la poésie dans tout ça, c'est-à-dire qui n'argumente pas, qui ne prouve pas, qui ne comprend pas, mais qui exhibe. C'est-à-dire que quand Éluard dit, je sais pas quoi, la terre est bleue comme une orange, il n'explique rien, mais simplement, tout d'un coup, ça surgit, réellement. Et oui, non mais alors, ouais, bien sûr, ça fait partie aussi des grands absents. Enfin, je vous ai dit, hein, le rêve, l'onirique, la littérature, il y aurait des choses à dire là-dessus. Enfin, c'est des sources importantes.
Mais je voulais revenir aux lunettes. Oui. Parce que ça me paraît... j'ai pas compris, en fait. C'était pour parler de liberté ou pour parler Vous avez parlé on a plusieurs paires de lunettes. Ouais. Et je me suis dit que c'est peut-être ça la définition de la liberté, du gain de liberté. Je sais pas, ça me paraît un peu réducteur comme ça. Moi, je pense souvent à l'éthique de cette manière quand on fait, enfin, parce qu'on travaille, voilà, faire de l'éthique, pour moi, ça se rapporte beaucoup à cette question de pas rester dans son point de vue, surtout quand on n'en a pas forcément un très formé, aller parler aux gens, aller chercher soit l'expertise, soit les personnes concernées, etc. Et puis faire la synthèse de tout ça. Donc je pense beaucoup à l'éthique de cette manière. Je pense beaucoup à l'objectivité de cette manière. Voilà, la diffraction par la liberté, je sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose de plus là-dedans, mais c'est intuitif. Enfin... Peut-être quand vous avez parlé des différentes lunettes, peut-être que moi j'ai pensé à ce qui permet un peu, pas complètement, parce que sinon on tombe de l'asticité au panoptique direct, mais de repérer nos tâches aveugles, par exemple, de plus en être. Arriver à être sur le bord de la tâche plutôt que... Ouais, mais enfin, je pense que la raison pour laquelle j'ai parlé de lunettes et de lunettes bizarres aussi, et pas de sujet, c'est que justement, il n'y a pas que les autres. Enfin, il n'y a pas que le point de vue des autres. Il y a aussi, enfin, tout ce à quoi on peut relier les idées, les objets, Il y avait ça aussi, cette histoire de pouvoir faire plus de liens, relier plus de choses entre elles. Je me suis dit, c'est un vrai épanouissement, parce que la profusion des liens rend le monde plus grand, tout en préservant son unité. Parce que sinon, soit il y a juste une chose, et puis c'est comme cette pièce d'Armand Salacrou qui s'appelle L'archipel le Noir. Toute la famille, chacun sur son île, séparés par... Voilà, l'archipélisation du monde, pas au sens seulement des gens, mais les disciplines, les pensées. Donc quand vous parlez de cette possibilité de faire de plus en plus de liens, dans lesquels on est pris soi-même, c'est une manière d'habiter de plus vastes mondes. Oui, et à moindre coût, effectivement. Enfin, sans avoir à démultiplier les objets, ouais. Oui. À faire avec ce qui est là. Oui. On voit ça quand quelqu'un s'attache à, par exemple, un objet, une question, et déplie cette question, même si c'est une question dont on est arrivé, dont on n'est soi-même pas du tout connaisseur ni spécialiste, mais si cette question est dépliée avec toute l'intensité possible, alors on y retrouve les siennes, quand bien même l'objet serait tout à fait un autre. La coupe de Mao, quoi. Exactement. Qui n'était pas un sujet d'étude. Ou bien la théorie du drone, que tu n'as pas encore lu. Il y a Sébastien qui veut te poser une question et ensuite tu peux répondre et après on peut arrêter. S'il n'y a pas d'autres questions, on remarque. Vas-y. Oui, c'est une question qui vient vraiment de l'extérieur. Sur la production de savoir, je me disais qu'en éthique, effectivement, on réunit des gens dans une salle, des gens divers, on discute, et ensuite, il va y avoir de la production de savoir collectif, donc chacun se rend compte au moment où on parle. Donc ça serait un peu comme ton expérience, quand tu te dis ah oui, tiens, voilà, il y a cette topographie là. Et puis ensuite, il y a un savoir qu'on produit par la suite, après coup, en reprenant les restitutions et les retranscriptions écrites,
quand on fait des restitutions, parfois on se rend compte de liens qu'on n'avait pas du tout fait sur le moment, etc. Et donc on fait nos rapports et on partage ce savoir avec les gens qui ont participé à la réunion, quoi, pour le dire de manière basique. Et là, en psychanalyse, moi c'est quelque chose en tout cas qui me questionne, c'est que je me dis qu'on produit du savoir sur nous-mêmes, d'accord, une forme de savoir en tout cas, et il y a quelqu'un d'autre en face qui produit aussi une certaine forme de savoir, mais qui ne le partage jamais. Et quand même, ça, c'est un angle mort assez considérable. C'est-à-dire que, enfin, pour moi en tout cas, c'est quelque chose où je me pose vraiment la question. Mais quelle est la forme de savoir qui est produite en face, à côté, quoi? En face, à côté. Attends, juste pour être sûr, qui est en face? Le psychothérapeute, le psychanalyste. Mais... Enfin, la personne, quand je dis en face, c'est la personne. Ouais, d'accord. Non, mais c'était pour être sûr que tu parlais bien de. J'étais pas en train de parler de toi. mais tu. Et ce savoir-là n'est pas partagé. Bah, il peut écrire. Enfin, il peut en faire quelque chose en tout cas. Je veux dire, mais pas pour toi, en termes de bénéfices. Et donc, il y a une dissymétrie. Non? On parlait de sujets supposés. On suppose du savoir à l'analyste, en analysant. Oui, c'est justement ça, on ne fait plus supposer. Les conditions du transfert font que généralement il se mouche. Enfin, l'analyste permet d'incarner à un moment donné. Il y a une espèce de résie quand même sur ce savoir, c'est-à-dire quand même, sans être dans le pur concept du supposé savoir, la question de l'interprétation ou la question de l'intervention quelquefois qui fait, c'est quand même des moments où on vérifie, si on en avait besoin, on vérifie, il y a une forme de synchronicité, de là où il en est, du savoir qu'on déplie sur nous, même si ils sont pas symétriques, ils sont pas, mais on voit qu'il suit, quoi. On voit qu'il suit dans la complexité extraordinaire dans laquelle on l'amène, parce que le voir 2 fois par semaine pendant 10 ans, il rentre dans les arcanes, bon voilà, qu'on supposait pas nous-mêmes pouvoir contenir, et tout à coup, paf, il y a un truc qui est terriblement pertinent. Ça, c'est vraiment une expérience de patient, puisque c'est le mot aujourd'hui, qui quand même atteste, si on en a besoin, alors que c'est pas tellement, enfin moi j'ai jamais ressenti le besoin de vérifier quel savoir il constitue sur moi, mais c'est une question d'épistémologie. C'est une super question d'épistémologie, elle est vraiment intéressante. Mais je pense que les interprétations et les interventions sont quand même des moments de vérification. Moi, je parlais pas tellement de vérification, mais plutôt de partage. Dans la là, il partage. Je pense que quand il interprète, c'est un partage. Mais ouais. Alors, je comprends mieux ta question, et pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, justement, quand je disais, je lui suis reconnaissant d'être très peu interventionniste. Parce que chacun règle évidemment ce curseur du partage où il veut. Enfin, moi, j'ai pas très peu d'autres expériences avec d'autres analystes, mais j'imagine bien que voilà, on trouve des pratiques très très différentes de ce point de vue-là en particulier. Donc, combien on intervient, combien il donne de son interprétation, combien il donne même de choses assimilables à des conseils ou à des et en fait, ce que je ressens moi, c'est que sa manière de très peu partager avec moi est en quelque sorte optimale pour partager ensemble ou pour créer ensemble quelque chose qui est de l'ordre du savoir, entre autres. C'est peut-être un peu paradoxal, mais plus d'intervention, c'est pas forcément mieux, plus de partage, parce que ça t'impose en fait beaucoup de choses. Est-ce qu'on pourrait dire que plus de partage, ce serait du partage, comment dire, d'objets? Moi j'ai des billes, tu m'échanges 5 billes contre un calot. Alors qu'il s'agit d'un partage d'espace et que du coup l'intervention de l'analyste, j'avais la vision comme ça de la pierre qui fait des ricochets. C'est-à-dire ça vient, ça
Mais il ne s'agit pas que ça tombe dedans. Mm. Parce qu'il n'y a pas de savoir extérieur à propos du sujet qu'il ne transformerait pas en objet. Le seul savoir du sujet qui ne transforme pas en objet, c'est le savoir du sujet. Ouais, ouais, c'est une très bonne Regarde image. de côté dans son truc intérieur. Donc, sinon, c'est l'objet d'un savoir objectif. C'est vraiment la constitution d'un savoir propre, qui dit jeu. Ben oui. Sur soi-même qui dit jeu. Oui. L'objet, c'est pas du tout la production d'un savoir extérieur, du sens de la connaissance d'un objet extérieur, au sens où l'analyste aurait quelque chose à dire de pertinent sur vous. C'est vraiment l'enjeu, c'est le propre savoir que vous élaborez sur vous-même. En fait, moi je pense que quand on n'est pas... Enfin, je pose la question quand on s'intéresse à la question de la science, la question qui se pose en analyse, avec la psychanalyse, au fond c'est la question de la métapsychologie, c'est-à-dire que le savoir qui se constitue du côté du sujet, d'accord, il dit du côté du jeu, mais pour autant, on a construit des modèles. Qui sont la constitution d'un savoir, quoi. Et quel usage, est-ce que la question c'est pas aussi ça, quel usage le psychanalyste fait de la métapsychologie pendant la cure, quelle forme ça prend dans son esprit, quel rapport il fait entre le discours du sujet et ses conceptions théoriques, comment est-ce qu'il fait comment concilie-t-il ce qu'il entend et ce qu'il sait inévitablement de l'avoir appris, quoi, de l'avoir appris par cœur, sur le plan conceptuel, théorique. Enfin, il y a quelque chose comme ça dans ta question. Ah oui, complètement. Et c'est une question difficile. Oui, il y a aussi beaucoup de témoignages de cure, même de cas construits par les analystes qui témoignent de la façon dont les organismes, les interviennent, c'est une production de savoir de ce côté-là. Mais je pense que c'est souvent ça. Et au fond, on va bientôt fini, mais au fond, la boucle se boucle, parce que je crois que, en tout cas, quand moi j'ai eu envie de m'intéresser à la question épistémologique en psychiatrie, je crois que cette question-là est pas exactement formulée comme ça, mais moi qui étais interne, j'étais vraiment dans une forme d'inconfort, et je pense qu'il s'approche un petit peu et j'en ai parlé un petit peu au début, dans une forme d'inconfort justement à la difficulté de cette conciliation d'un savoir qui émanerait du sujet, dont j'avais intuitivement l'idée qu'il était incontournable et l'essentiel de ce que je pouvais faire advenir dans le travail que je proposais. Mon travail était de faire advenir ce savoir-là. J'en avais une intuition très forte, probablement une intuition qui était nourrie par la clinique. Et en même temps, j'avais appris des choses et je continuais à apprendre des choses et je me renseignais et je lisais. Et il était question quand même de pouvoir opposer à mes collègues qui, eux, se baladaient avec quand même des corpus théoriques objectifs, qui étaient calés dans des formes d'évaluation. Il était quand même question que je puisse opposer quand même un savoir aussi, sans avoir un patient dans la portée de main pour faire des interprétations sur lui, que je ne savais pas faire d'ailleurs, mais des concepts à opposer. Et c'est l'impossible conciliation dans ma tête à cette époque, et toujours aujourd'hui, bien longtemps après, entre ces deux forces-là, que serait la production d'un savoir qui contiendrait toutes les situations objectives, quoi. Et le savoir du sujet que je vois advenir. Comment est-ce qu'on... j'ai pensé que les épistémologues me sauveraient en me disant « Hop, et voilà comment tu peux penser l'affaire pour accepter les deux détendu. » Voilà. Et bon, on n'en est pas vraiment là, mais... Non, on est d'accord. Oui. Bah, merci beaucoup, Vincent. Avec plaisir. Merci.